Donc, j'étais en train de dire que la présentation d'aujourd'hui se fait en deux parties. La première partie va concerner la présentation de ForestNet, le cadre dans lequel s'effectue cette conférence. Alors, ForestNet est un diminutif de Phosphate Research Network et il s'agit d'un réseau de chercheurs menant des travaux de recherche dans le domaine des phosphates, des composés phosphorés et de l'industrie de phosphate. Il a plusieurs motivations, parmi lesquelles l'existence d'une grande communauté de chercheurs sur le phosphate au Maroc et à l'étranger. Et comme vous le savez, le Maroc renferme les plus grandes réserves de phosphate au monde et aussi l'OCP est leader mondial dans le domaine de l'industrie des phosphates. En attendant, je ne sais pas si c'est pour ça que vous pouvez intervenir. Oui, bonjour Si Youssef, bonjour professeur Abdelrahmane Ibhi, bonjour chers collègues et participants. Donc, je voudrais juste au nom du comité d'organisation souhaiter la bienvenue au professeur Abdelrahmane Ibhi et de le remercier chaleureusement d'avoir pris de son temps pour venir animer cette conférence sur ce sujet très important qui est sur et laissez continuer. Donc, je rappelle juste que Dr Kosser est le coordinateur de réseau ForestNet. Donc, si vous pouvez continuer parce qu'on n'a rien entendu depuis. Je vais donc reprendre un peu sur la conférence. Donc, la conférence est intitulée Météorite de l'étoile filante à la disparition des dinosaures. Elle est animée par le professeur Abdelrahmane Ibhi. Le professeur Abdelrahmane Ibhi est titulaire d'un doctorat en pétrologie minéralogique de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et d'un doctorat d'état et sciences de l'université Ibn Zor en pétrologie minéralogique des roches volcaniques basiques et ultrabasiques. Le professeur Abdelrahmane Ibhi est professeur à l'université Ibn Zor, à Agadir, où il exerce la fonction de directeur du laboratoire de pétrologie, minéralogie et météorite. L'intitulé du laboratoire, c'est PMM, de la faculté des sciences Agadir. Il a aussi encadré des thèses dans ce sujet et ceci lui a valu le prix Ibn Zohr pour la recherche scientifique. Je répète, ceci lui a valu le prix de Ibn Zohr pour la recherche scientifique. Le professeur Abdelrahmane Ibhi est membre de plusieurs organisations astronomiques comme l'International Meteor Organization, Arab Meteors and Space Science Association, et il est président du club d'astronomie de l'université Ibn Zohr. Le professeur Abdelrahmane Ibhi a organisé plusieurs manifestations scientifiques sur ce sujet. Il a aussi édité des livres, entre autres, Météorite, perle du désert marocain, en 2016, et Météorite, le petit guide, en 2018. Le professeur Abdelrahmane Ibhi est propriétaire d'une importante collection de météorites exposée dans le musée universitaire de météorites à la Cité d'innovation de l'université d'Agadir. D'ailleurs, pour rappel, cette cité d'innovation vient d'être inaugurée récemment lors de la visite de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Il s'agit du seul musée dans le monde arabe et de l'Afrique. Je répète ceci aussi, le musée des météorites de l'université ou de la cité d'innovation est le seul musée dans le monde arabe et de l'Afrique. Enfin, il est l'acteur principal de films documentaires sur les météorites avec des producteurs nationaux et internationaux. Après cette brève introduction, je laisse la parole à notre éminent collègue pour voyager ensemble dans l'espace des météorites. Monsieur Ibhi, à vous la parole. Pour assurer cette série de conférences, vous êtes maintenant en 14e conférence, donc chapeau. Monsieur Schley, professeur Monsieur Schley,
Hussein Chley, comme président de ma conférence. Donc, je suis honoré. M. Chley, il est très connu au Maroc, surtout en biostratigraphie. Donc, ma conférence est intitulée Météorite de l'étoile filante à la disparition du dinosaure. On va commencer. C'est appelé le Gata. Japon, c'est une chondrite ordinaire, donc c'est une météorite qui vient des astéroïdes du type L6, 492 grammes. Elle est trouvée au Japon ou dans un sanctuaire et avec une inscription marquée que la chute a été faite le 19 mai 861. Donc c'est la plus ancienne météorite trouvée avec une inscription. Donc, dans un milieu de culte, on l'a vu et l'ont mis dans un milieu sain pour la protéger. Le 7 novembre 1492, à 11h, entre 11h et midi, en Alsace, de 127 kg. Alors, cette météorite, elle a une histoire derrière. C'est que Maximilien, il veut récupérer l'Alsace, il a peur de perdre la guerre devant le roi de la France, Charles VIII. Et avec la chute de cette météorite, il a pris comme un signe divin, donc c'est un message de Dieu, et il a entré en guerre, il a gagné la guerre, il a récupéré l'Alsace. Il a pris 2 fragments de cette météorite, un pour lui et l'autre pour l'archiduc de l'Autriche. Il demanda d'accrocher cette météorite dans une grande église en Saint-Chain. Et voilà, donc, il est resté là-bas, dans cette église, pendant 300 ans, plus de 300 ans. Alors, 300 ans que les gens viennent, des milliers de gens viennent voir le messager du Dieu. Alors, vous avez des documents originaux de Saint-Sébastien à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Donc, vous pouvez télécharger, c'est une belle histoire, carrément, il y a un livre là-dessus. Alors, les scientifiques, ils n'étaient pas d'accord. Comme vous voyez, les hommes ou les gens de religion, ils ont facilement accepté que les roches tombent du ciel, tandis que les scientifiques, à l'époque, ne sont pas d'accord. Ils disent, non, il n'y a pas des météorites qui tombent du ciel. Ça, ce sont des roches terrestres frappées par la foudre, ou ce sont des roches formées par accrétion de la poussière dans l'atmosphère, comme les grêles ou comme les météores, cryométéores, ou carrément ce sont des bombes volcaniques. Alors les géologues savent bien qu'il y a des volcans explosifs qui peuvent lancer des roches d'un pays à un autre. Alors il faut attendre la chute de la pierre de tonnerre. C'était le 3 mai 1803 à 13h. C'est à l'Aigle, dans le département de l'Orne, en France. Et c'est M. Jean-Baptiste Biot, c'est lui qui s'en charge pour étudier cette météorite, et il a fait des bonnes études. Pétrographie, géochimie, tout ce que vous voulez. Même, vous voyez la devant, il a tracé la zone de la chute. On appelle nous ça, maintenant, Stringfield, ou l'ellipsoïde de chute. Il est très intéressant, l'ellipsoïde de chute. Donc, après, il a rédigé un document, et après ce document, et la communauté scientifique, c'était d'accord qu'il y a des roches qui tombent du ciel. Avant 1903, ils n'étaient pas d'accord. Mais avec le document de Jean-Baptiste Biot, les scientifiques, la majorité, toujours il y a des résistants. Il y a d'autres scientifiques, par exemple Chladni, c'est un bon géologue, astronome qui a étudié des météorites, mais il n'a pas pu trouver un moyen pour que tous les autres scientifiques acceptent cette chute des météorites. Chladni, il a travaillé sur plusieurs météorites, notamment la météorite de Enschede, la météorite de Maximilien. Il a travaillé sur une météorite de M. Pallas. Alors, Pierre-Simon de Pallas, il a ramené une météorite des pays des Tartares. C'est la Chine actuelle. Alors, les Tartares, ils ont vu une météorite tomber de 700 kg
M. Pallas, il a récupéré cette météorite, l'a ramenée en France, et M. Chladni, il l'a étudié, il a avancé, hein, donc il a trouvé une chose très importante jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il est que les météorites sont riches en nickel. Hein. C'est une très bonne remarque, mais il a commis des erreurs, il a commis beaucoup d'erreurs, notamment il était avec le groupe de lunaristes. Lunaristes, c'est un groupe de scientifiques. Pour eux, si vous regardez la Lune, même avec des jumelles, vous avez plein de cratères. Alors, pour les lunaristes, ces cratères, ce sont des cratères d'impact. Plutôt, ce sont des cratères volcaniques. Et pour eux, toutes les météorites qui tombent au sol terrestre, qu'ils viennent de ces volcans. Ce sont les projections des volcans. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de volcans, il y a peu de volcans. Hein? Et sont éteints. Les volcans ça fait longtemps, c'est peu de volcans, des petits volcans, et un dôme volcanique, si vous voulez, un dôme des coulées magmatiques, mais la dernière étude a été faite sur Nature, très récente, il a donné l'âge de 1 million d'années. Un âge d'éruption de 1 million d'années, donc c'est très ancien, il n'y a pas de volcan. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de volcan. Tous les cratères que vous voyez sur la Lune, ce sont des cratères d'impact. Alors, donc tout le monde est d'accord que les météorites tombent du ciel, on va essayer de les classer avec une classification préliminaire. Alors, selon la taille, si vous avez une météorite qui a une taille inférieure à 1 mm, c'est une micrométéorite. Micrométéorite, pourquoi 1 mm? Parce que c'est la limite de l'étude à l'œil nu. Et si vous avez une roche qui compris, la taille est comprise entre 1 mm et 10 mm, c'est une météorite. On peut appeler ça météorite. Mais une fois elle passe 10 mètres, donc on va parler soit de l'astéroïde, soit d'une comète. Soit un astéroïde, soit une comète. Pourquoi 10 mètres? Parce qu'à 10 mètres, l'astéroïde peut causer des catastrophes locales. Hein? Donc ça dépend de la taille de l'astéroïde. On peut avoir une catastrophe locale, ou régionale, ou carrément générale, ou planétaire. Alors, donc, pour étudier un petit peu les météorites, on va faire appel à l'astronomie. Donc, vous avez un bout de l'univers, et lorsque je demande, les gens disent, voilà, ce sont des étoiles. En réalité, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des centaines de milliards d'étoiles, des milliers de milliards d'étoiles qui sont regroupées entre elles pour former des galaxies. Alors, les galaxies, là, on a beaucoup. Hein. Il y a carrément des scientifiques qui sont spécialisés. La galaxie, donc les galaxies, ce sont des centaines de milliards d'étoiles qui sont regroupées entre elles. Et voilà, notre galaxie où nous habitons, c'est la Voie lactée, en français. C'est Dabt Bana en arabe et Milky Way en anglais. En amazigh, c'est Asif Nitran. Asif Nitran, donc je remercie et je passe un grand bonjour à un astrophysicien qui nous a beaucoup aidé, Hamid Touma, c'est un astrophysicien de Rabat. Et c'est lui qui m'a soufflé ce nom. J'aime beaucoup Asif Nitran. En arabe, c'est comme Wed Halib ou c'est un Wed de lait. Alors, donc, elle est très grande, là, notre galaxie. Pour passer d'un bout à l'autre, il faut 100 000 années-lumière. Il faut que la lumière court pendant 100 000 ans. Donc, notre galaxie est de type spirale. Et si vous regardez sur cette tentacule, vous allez trouver une étoile, petite étoile, une étoile naine, jaune. C'est notre Soleil. Elle est naine, donc elle est petite hein, par rapport aux autres étoiles. Et la couleur, elle est jaune. La couleur, elle est importante pour les étoiles parce que lorsqu'elles naissent, les étoiles, c'est comme tout. Hein, lorsqu'elles naissent, elles sont fortes, sont bleues, très chaudes. À mi-chemin, par exemple, notre étoile, elle a 4 milliards 600 millions d'années. Elle est devenue jaune. Et après 4 milliards 600 millions d'années, elle va devenir rouge géante. Hein, il y aura relativement pas assez d'hydrogène, il y aura beaucoup de métaux, notamment le fer et tout ça, et comme ça, il ne va pas supporter ces conditions, il va se fondre sur elle-même, et une grande explosion, nova, si c'est une grande étoile, c'est supernova. Alors, cette supernova, il va se propager, il y a propagé des ondes de choc dans l'univers, et s'il trouve
la poussière et le gaz déjà regroupés, c'est un proto-soleil, c'est une nébuleuse. Il va l'écraser, il va entraîner l'allumage du soleil, de notre soleil, d'un autre soleil. Et comme ça, la mort d'une étoile, il va entraîner la naissance d'une ou de plusieurs étoiles. Alors, peu importe, notre soleil, il est au milieu, il est entouré par des planètes. Et faites attention, les étudiants, ils parlent de 9 planètes. Non, 9 planètes, c'était avant 2006. 2006, l'Union internationale des astronomes, il a enlevé Pluton et les classe parmi les planètes naines. Donc, notre système, il est formé par le Soleil et 4 planètes telluriques rocheuses sur le système interne. Donc, c'est de roches et relativement sec. Et en dehors, le système externe, 4 planètes géantes gazeuses glacées. Sont glacées, pourquoi? Parce qu'entre Mars et Jupiter, on a une ligne de gel. Ligne de gel. Derrière cette ligne, toutes les planètes, tous les astres, ils sont glacés. Alors, entre Jupiter et Mars, on a une planète ratée. Moi, j'aimerais bien parler de planètes ratées. Il y a des scientifiques qui parlent des planètes cassées. Mais selon moi, c'est mieux d'une planète ratée. Alors, une planète ratée, elle est restée sous forme de blocs centimètres jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. C'est la ceinture principale des astéroïdes. Donc ça, c'est le danger pour la Terre. La majorité des gens, ils croient que nous sommes en sécurité sur Terre, mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de galaxies, plein d'astéroïdes qui seront libérés de cette ceinture. Ils vont aller toucher l'orbite de la Terre. Puis derrière, on va trouver une autre ceinture, appelée ceinture de Kuiper, et celle-là, parce que c'est gelé, c'est de l'eau gelée, donc c'est la ceinture des comètes. On ne trouve que des comètes. Les comètes, c'est quoi? C'est de la glace, c'est de l'eau et du CO2 glacé avec la poussière. Et il y a variation de poussière. Parfois, il y a des comètes qui sont riches en eau, en glace, et parfois, on a des comètes qui sont riches en poussière. Alors, donc on va classer une classification aussi préliminaire des astéroïdes. Il y a 3 types d'astéroïdes. Les astéroïdes du type M, comme 216 Cléopâtre, vont nous donner des sidérites, vont nous donner des météorites de fer. Des météorites, plutôt des astéroïdes du type S, par exemple Aïda, c'est silicaté, S c'est silicaté, il va vous donner des roches silicatées, notamment des chondrites, où parfois les astéroïdes sont très grands, donc c'est milliers de kilomètres, et ils ont développé la différenciation, et on va trouver un petit manteau, une croûte, comme Vesta. Vesta, donc, c'est un astéroïde qui a développé des couches, si vous voulez. Il a un manteau, il a une croûte, donc il va libérer des météorites, des diogénites, de Crite et de Wadites. Le dernier type d'astéroïde, c'est type C. C, c'est carboné. Il va nous donner des chondrites carbonées. Attention, ce sont des météorites très, très intéressantes. Vous savez, le carbone, c'est l'origine de la vie. Le carbone, ces météorites sont bourrées de matière organique. Matière organique, ils ont trouvé tout. Ils ont trouvé des acides aminés, des alcools, du sucre. Et dernièrement, ils ont trouvé des protéines carrément. Protéines, dernièrement, c'est-à-dire un mois. Sur le journal Nature, ils ont trouvé carrément des protéines. Or, qui dit protéines, ce sont des macromolécules, c'est la vie. Donc, c'est l'ARN, l'ADN. Après, c'est la vie. Ils sont très convoités par les chercheurs qu'on appelle des astrobiologistes. Astrobiologistes, donc, c'est le seul matériel de travail pour étudier la vie et l'origine de la vie sur la Terre. Ils sont convoités aussi par les collectionneurs parce que vous savez que le carbone minéral, graphite, avec le choc, des collisions entre les astéroïdes, va se transformer en diamant. Et parfois, on a des météorites bourrées de diamants. Malheureusement, on a une, mais on n'a pas trouvé de diamant, mais il y a d'autres laboratoires qui ont trouvé des diamants. C'est un diamant, c'est pas comme les diamants du Kimberlite qu'on trouve dans les volcans profonds.
C'est un diamant qui est formé à côté du Soleil. Il a l'âge du Soleil, 4,6 milliards d'années. Il a voyagé des milliards de kilomètres. Donc, pour les collectionneurs, c'est très bien comme objet de collection. Alors, si je regarde c'est un cliché instantané du système solaire, donc c'est le plan écliptique. Le plan écliptique, c'est-à-dire le plan où il y a le Soleil et les planètes. Entre l'orbite de Jupiter et celle de Mars, on a plein de points verts. Tous ces points verts, ce sont des astéroïdes. On a des millions de corps. Ils sont supérieurs à 1 km. La plus grande, c'est Cérès. Le plus grand astéroïde, c'est Cérès. Donc, en vert, ce sont des astéroïdes qui sont, pour moi, sont calmes. Ils tournent autour du Soleil sans problème. Mais tous les points rouges, ce sont des astéroïdes, pour moi, ce sont des astéroïdes méchants, qui touchent l'orbite de la Terre. On va les appeler des géocroiseurs. Les géocroiseurs, c'est-à-dire qu'il y a un risque, puisqu'ils touchent leur orbite, ils touchent l'orbite de la Terre, donc il y a un problème. Et lorsqu'on calcule la probabilité, on trouve qu'il y a une grande probabilité, grande, relative, on va les appeler géotueurs, carrément. Géotueurs. Alors, donc, on a vu sur même orbite, on a des milliers d'astéroïdes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des collisions entre ces astéroïdes. Deux blocs solides en collision libérer beaucoup de débris. En géologie, on appelle éjecta. Alors, ils vont libérer l'éjecta et il y a deux façons, deux scénarios. Soit ces éjecta, ils vont aller directement vers la Terre. À ce moment, on aura des astéroïdes ou météorites astéroïdales. Ce sont des météorites qui arrivent directement après la collision. Il arrive des astéroïdes. Donc, ce sont des météorites astéroïdales. Ils représentent beaucoup, plus de 85 de météorites, plus 90% des météorites sont des météorites astéroïdales. Ou ce morceau-là, libéré par le choc, il va jouer le rôle d'un impacteur. Il va heurter la Lune ou Mars. Il va libérer un morceau qui va aller vers la Terre. Et à ce moment-là, on aura une météorite martienne ou lunaire. Donc, ça, c'est très, très important pour l'origine des météorites. Les gens qui demandent d'où viennent les météorites, c'est ça, voilà le scénario, deux scénarios. Soit ils vont aller directement, c'est les chondrites, soit ils vont heurter la Lune ou Mars et on aura une météorite martienne ou lunaire. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour avoir une météorite lunaire ou martienne. Alors nous, qu'est-ce qu'on va observer? Des feux qui passent dans le ciel. Le feu, c'est rapide, on va voir. Alors si on a un petit grain d'éjecta, de roches qui entrent dans l'atmosphère, on va observer une étoile filante. Et la majorité n'a pas assez de matériaux pour arriver jusqu'à le sol. Si vous regardez bien les étoiles filantes, elles vont se consumer dans le ciel, elles vont disparaître avant d'arriver. Si vous avez des kilogrammes, une roche qui pèse de 10 jusqu'à 100 kilogrammes, vous aurez un fireball, une boule de feu, et ça c'est bien. À la fin, on aura une belle météorite qui va arriver sur le sol terrestre. Mais si vous avez un bloc de kilomètres, je ne sais pas quoi, vous avez carrément un bolide. Et un bolide, c'est très très dangereux. Un bolide, il va entraîner une catastrophe, parfois régionale, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous venez en 2013, ils ont passé à la télévision, dans les informations en boucle, un bolide qui est entré dans le ciel de l'URSS, il est tombé dans l'Oral, dans le désert froid, et il a blessé des gens. Seulement le passage, il a blessé des gens. Qui trouve les météorites? Ce n'est pas nous, les chercheurs, dans nos bureaux climatisés. Ce sont les nomades, et les vrais nomades. Parce qu'il y a des nomades, et il y a les intermédiaires. Les intermédiaires, ils habitent dans les villes à côté du désert, et jouent le rôle des intermédiaires. Mais les nomades, ils sont dans le désert, ils n'ont pas d'électricité, donc pas de télévision, ils n'ont pas d'ordinateur, ni rien du tout. Seule chose allumée la nuit, c'est le ciel. Donc, ils regardent le ciel avec un verre de thé, et s'ils repèrent un bolide, plutôt, bolide c'est très dangereux, s'ils repèrent une boule de feu, ils vont chercher et ils vont nous contacter. Ils vont nous contacter. Nous, on a un réseau avec les nomades
Une fois ils ont trouvé une météorite, ils vont nous contacter, comme ça on va regarder s'ils ont une météorite ou pas. Donc, maintenant, ils viennent chez nous avec le musée, il y a plein de gens qui viennent, on reçoit presque 20 personnes par semaine ou plus. Hein. Parfois, c'est très gênant pour la faculté. Donc, on va voir s'ils ont une météorite. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont, où ils ont trouvé ça. Et l'arrivée, c'est difficile. Hein. Vous voyez, la météorite, ce n'est pas une géologie ordinaire. C'est-à-dire, on va faire la bibliographie chez nous, on va prendre la carte, et voilà la route, le sentier. Non, il tombe n'importe où. Donc, on va utiliser des animaux, surtout les chameaux, parce qu'on travaille beaucoup dans le désert. Et maintenant, je travaille beaucoup avec les motos. C'est plus facile, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, hein, il n'y a pas. Hein, il n'y a pas de piste, il n'y a rien, de sentier, il n'y a rien. Hein. Donc, on va utiliser les moyens pour arriver. Et après, donc, c'est les scientifiques. Il faut déclarer cette météorite. C'est une météorite intéressante ou c'est une chute. Donc, on a un réseau avec nos collègues et on fait le terrain, on fait le travail. Et je déclare dans l'International Meteor Organization. C'est un groupe qui s'occupe, c'est international, ce sont des chercheurs, mais s'occupe plutôt que météores. Moi, je m'occupe de météorites et de météores. Et on se réunit chaque année, on se réunit dans un pays pour déclarer qu'est-ce qui s'est passé dans chaque pays. Et c'est très bien. Donc là, chaque année, un article ou 2 articles, ce sont des petits articles de 2 pages à 3 pages, mais il explique toutes les conditions et l'enquête qu'on a fait et le Stringfield. Hein, le Stringfield, il est très important. Alors, pour les météorites, pour parler un petit peu de Maroc, les météorites africaines, le Maroc dans l'Afrique, nous, on tient le record. La distribution des masses en kilogrammes des chutes, hein, je travaille, cette carte-là, c'est pour les chutes, qui a été faite par un chercheur, notre ami, professeur Khéri Fouad, en 2007, et il a trouvé que si on regroupe la masse de toutes les chutes du Maroc, on a plus de 360 kg et on tient le record hein, pour tous les pays africains. Notre doctorant, Ouknin Hussein, il a publié un article en 2019, mais cette fois-ci sur les trouvailles. Il a travaillé sur tout, mais j'ai pris seulement la carte des trouvailles. Vous voyez les points rouges, ce sont les météorites, hein, ce sont des trouvailles, et vous voyez, ils sont regroupés dans le grand désert. Et le Maroc, il a une grande quantité de trouvailles. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ça. Toutes les météorites trouvées en Algérie, la majorité, en Mauritanie, en Mali, ils sont repartis au Maroc, sont ramenés au Maroc et vendus au Maroc. C'est comme ça, ils sont très connus maintenant par les météorites. Le Maroc, une publication que j'ai publiée, ça fait longtemps, en 2014, une revue météorite, montre que la concentration des météorites, hein, donc ces trouvailles, se concentre à l'est du Maroc, dans un triangle entre El Rachidia, Ouarzazate et El Mohamed. C'est là qu'on trouve la majorité des trouvailles. Et ça, les météorites tombent de même façon, mais c'est le savoir-faire dans cette région, notamment à Erfoud, à Rachidia, les gens connaissent maintenant bien, et voilà, donc ils cherchent les météorites, et cette région est très connue maintenant par les météorites. Alors, on va parler quelques météorites marocaines. Je les considère comme côté fascination. Les météorites célèbres, la plus ancienne, c'est appelée Douar Mri. Il est tombé au Maroc en 1932. Et ce monsieur, c'est un soldat, c'est un capitaine Larcher. C'est au moment de la colonisation du Maroc. Qui a fait le document. Il a vu, donc il a ramassé plus de 40 fragments. Donc c'est une pluie de météorites. Alors, l'entrée de météorites, il y a différentes façons. Soit c'est une météorite solide, il va entrer facilement dans l'atmosphère, soit il est déjà fragilisé hein, pour se libérer du corps parent. En entrant dans l'atmosphère, il va s'exploser, plusieurs explosions, et il va, au lieu de recevoir un seul bloc, on va recevoir des milliers. Et comme ça, on aura une pluie de météorites.
Alors lui, il a ramassé plus de 40 fragments à 4 km à l'est de Bni Mellal, dans un douar appelé douar Mghila. Maintenant, douar Mghila, il est exposé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. La deuxième météorite, il n'a pas de nom, hein, il a un code, et le nom là, c'est un nom commercial, Black Beauty. Un nom commercial, mais le nom scientifique, c'est Nord Africa 7333 et 70-34, ils sont déclarés en double. Ça, c'est le problème de déclaration de Nord-Ouest Africa. Je ne sais pas si on a le temps à la fin pour parler de déclaration. Moi, je ne suis pas d'accord hein, de ces déclarations et tout ça. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est une météorite martienne, aussi c'est une pluie. Son âge est estimé à 4,4 milliards d'années. On a trouvé des zircons. C'est une brèche qui contient, hein, des brèches, c'est un ensemble des roches, hein, ça des brèches en géologie, et contient du basalte, il contient d'autres roches, et contient aussi des zircons. Et la datation des zircons nous a donné une date de 4,4 milliards d'années. C'est la plus ancienne météorite martienne. Hein. Et chose intéressante, on a trouvé dans cette météorite 10 fois plus d'eau. Avant, on a dit qu'il y a de l'eau sur Mars, mais pas comme la Terre. Une petite quantité. Avec cette météorite, donc, on a changé la vie. Il y a beaucoup d'eau circulée, sur la planète Mars. En plus, les astrobiologistes, ils ont trouvé des macromolécules de carbone organique. Macromolécules, donc, ce sont des polymères organiques. Et voilà, pour moi, c'est le début de la vie. Il faut qu'ils trouvent des conditions favorables de la lumière, de la température, je ne sais pas moi, de l'eau. Et donc, voilà, tu auras l'évolution jusqu'à ça dépend, hein, peut-être jusqu'à la vie intelligente. Alors, malheureusement, cette météorite a été trouvée dans le Dakhla en 2011 et elle est vendue pendant une année, a été vendue comme une chondrite carbonée. Ça venait des chondrites carbonées, hein, des astéroïdes C. Donc, pendant une année, cette météorite a été vendue comme chondrite carbonée. Donc, il y a peu au Maroc. Hein. Nous, on n'a pas cette météorite au musée. La plus précieuse, c'est Ticinthe. Hein. Il n'y a pas un Marocain qui travaille sur les météorites. Il ne va pas parler de Ticinthe. C'est une chute le 18 juillet 2011 à 2 heures. J'étais parmi les premiers. Et on a trouvé, donc, au début, on n'a rien trouvé. Et en début de on a trouvé, et c'est une roche volcanique de la planète rouge. Alors, c'est la 5e météorite martienne dont la chute a été observée. Dans le monde entier, pendant l'Antiquité, c'est la 5e. Donc, elle est très intéressante. Moi, je le considère comme météorite phare pour le Maroc. On a publié hein, beaucoup de documents sur cette météorite en arabe, en français, notamment sur l'astronomie. On a publié sur météorites, on a publié beaucoup. Hein. En 2012, j'ai publié beaucoup de météorites. Et j'ai campé avec les nomades. Hein. J'ai resté avec les nomades là-bas pour trouver le stream field, pour trouver l'ellipsoïde de chute. C'est pas facile. Parce que, vous savez, c'est pas au Maroc, mais partout, les gens ne disent pas la vérité tout le temps. Hein. Donc, il faut que vous avez des amis, hein, donc beaucoup d'amis qui nous ont aidés. Ce sont les habitants de Tata, ce sont des amis maintenant, qui nous ont aidés pour trouver les indices, ou plutôt le point GPS, les coordonnées GPS pour chaque chute, et tracer ça. Je vais publier dans un journal en 2012. On a travaillé avec nos étudiants et avec un groupe d'Orléans, au Polytech d'Orléans. Ils ont un scanner, ils ont une merveille, une machine, un scanner de roche. Donc, vous savez, les météorites sont chères. Hein, la météorite, c'est très, très cher. Donc, il ne faut pas bousiller. On ne va pas faire même étude comme les roches terrestres. Donc, on va l'étudier avec un scanner. Et comme ça, on va avoir des milliers de photos avec des logiciels. Des spécialistes comme Riyad, notre étudiant, qui a fait cet assemblage, donc c'est avec des algorithmes, et on peut avoir la porosité, la direction, les veines de choc, les pourcentages modaux, toutes les informations que vous voulez, et ça c'est une très bonne idée pour étudier les météorites.
Alors, pas cette année, c'est l'année avant, j'ai visité le musée de Vienne et je trouvais, donc, ils ont un échantillon de 1 kg. Il est partout dans les grands musées. Muséum d'histoire naturelle à Londres, British Museum, il a 1 kg aussi. Et il y a un document qu'il y a un musée, un grand musée, qui a fait carrément un crédit pour acheter Ticint, pour acheter 1 kg de Ticint. Carrément, il a fait. Donc, vous tapez, là, vous avez le lien, un site russe qui a suivi la vente de cette météorite depuis le Maroc jusqu'à Paris, jusqu'à Tucson, aux États-Unis. L'unique et la dernière météorite, appelée aussi Green Beauty, c'est Nord-Africa 7325, donc c'est une météorite qui a été récoltée à Bir Abbas, à Boujdour, dans la région de Boujdour. Le professeur que je connais bien, donc c'est un chercheur à la NASA qui a étudié cette météorite. Nous, on n'a pas vu cette météorite. Il est passé directement de Boujdour à Bir Abbas, directement vers l'autre côté, les États-Unis. Et ce chercheur, ce scientifique, il a fait les analyses et il a utilisé le rapport manganèse, magnésium, manganèse, fer. Moi, ce rapport, je le connais très bien parce que moi, je travaille sur les roches basiques, ultra-basiques. Donc, c'est un rapport fiable. Et il a trouvé que c'est une météorite peut-être venue de la planète Mercure. Donc, au début, lorsqu'on a parlé de l'origine des météorites, on a dit qu'il vient soit de la Lune, soit de la planète Mars, soit des astéroïdes. Alors, c'est la première météorite venue de la planète Mercure. Donc, actuellement, elle est exposée au musée de Yale, aux États-Unis, on n'a pas au Maroc. Et pour moi, c'est une perte, c'est une grande perte. C'est un cadeau du Dieu pour les scientifiques pour étudier notre système solaire. Pourquoi je l'appelle unique? Donc, dans mon livre, j'ai carrément un chapitre pour toutes les météorites marocaines. Chaque météorite a une histoire. Donc, vous aurez toutes les histoires des différentes météorites marocaines. Pourquoi elle est l'unique? Parce qu'elle est venue de la planète Mercure. Vous savez, Mercure, c'est la première planète du système solaire. Elle est située à côté du Soleil. La température, elle est très élevée. Alors, notre corps, il ne supporte pas cette température. Même le matériel de navigation, ou matériaux, de construction des fusées, tout ça pour naviguer, ils ne vont pas peut-être supporter cette température. Donc pour moi, je considère cette météorite comme un cadeau du ciel pour étudier le système solaire. Alors les météorites ne sont pas toujours objets de fascination. Parfois, elles sont objets d'inquiétude. Parfois, elles ont une grande taille. Celle-là, récoltée en Argentine en 1892, elle pèse 37 tonnes. 37 tonnes, c'est un grand risque. La plus grande météorite est appelée Hoba. Elle est récoltée en Namibie en 1920. Alors, les frères Hoba, vous avez la photo des frères Hoba, ils ont une ferme, ils veulent creuser pour des fondations, ils ont trouvé un morceau de fer qui pèse 60 tonnes. 60 tonnes, un seul morceau. Et voilà, lorsqu'ils ont fait les analyses, ils ont trouvé que c'est une sidérite, c'est une météorite de fer. Maintenant, elle est exposée dans un musée à ciel ouvert. Elle est déclarée comme un monument national le 15 mars en 1955. Donc, les gens viennent pour voir ce monstre. Moi, je le considère comme des monstres parce que la densité, elle est très, très élevée. Vous voyez, donc, ils vont libérer une énergie cinétique très, très grande. Alors, pour calculer l'énergie cinétique de ces grandes météorites, il faut utiliser la fameuse formule d'Einstein. L'énergie cinétique est égale à 1/2m V carré. Or, la masse, elles sont très, très lourdes. Les roches terrestres, c'est 2,7 grammes par centimètre cube, tandis que ces météorites, il arrive plus de 8 grammes par centimètre cube, la masse volumique. Et donc, c'est 3 fois plus lourde que les roches. Donc, ils sont très dangereux. Et en plus, ils ont une grande vitesse. La vitesse moyenne, c'est 40 km/s. 40 km/s, c'est 144 000 km/h. Les avions à réaction qu'on connaît
qu'on prend tous les jours. Par exemple, Boeing 747, c'est la vitesse, c'est 1000 km par heure. Là, c'est 140 000 km par heure. Pardon, c'est pas par heure, pas seconde. 144 000 km par heure. Et la vitesse varie. La vitesse des astéroïdes et des météorites, en général, c'est 40 km. Et vous savez que la Terre bouge. Hein, la Terre, elle n'est pas statique. Elle tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil avec une vitesse de 30 km seconde, 100 000 km par heure, en se déplaçant avec une vitesse de 100 000 km par heure. Alors, donc la Terre se déplace par 30 km seconde, la météorite, il va arriver par 40 km, soit il va rattraper la Terre par derrière, donc 40 moins 30, c'est 10 km par seconde, soit on aura une collision frontale, donc la vitesse, c'est la somme, c'est 40 plus 30 km seconde, c'est 70 km par seconde. Donc, c'est une grande vitesse. Donc, allez calculer l'énergie, vous allez voir, c'est très dangereux. Alors, donc, c'est comme voilà le cas de Chelyabinsk, c'est la météorite que je parlais tout à l'heure, qui est tombée le 15 février 2013, en 2013, en Russie. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est tombée dans le désert froid, dans l'Oral. Le passage de ce bolide sur la ville Chelyabinsk, en créant des ondes de choc, il a soufflé toutes les vitres et les portes. Il a blessé plus de 1500 personnes. Hein? Ils ont récupéré 320 kg, hein? Pas une grande météorite. Donc, pour moi, il dégage beaucoup d'énergie et c'est un phénomène très, très dangereux. Alors, remarque, on a cette météorite, un morceau, un fragment de Chelyabinsk dans notre musée. Donc, l'année dernière, j'ai échangé avec des Hollandais la météorite Haggounia, qu'on a beaucoup, hein, qu'on a trouvé beaucoup de Haggounia dans la région de Lyon. J'ai échangé avec les Hollandais, ils m'ont donné un beau morceau de Chelyabinsk. Donc, les gens qui veulent voir ce monstre, et si vous êtes sur Agadir, venez voir Chelyabinsk. Alors, des grandes, si vous voulez, pas de grandes météorites, ce sont carrément des astéroïdes, ils vont laisser des cicatrices sur le sol solide, comme sur Terre, comme sur d'autres astres. Alors, on les appelle des astroblèmes. Astro, c'est l'espace, blême, c'est blessures. Ce sont des blessures de l'espace, ou carrément des cratères d'impact. Alors, comme exemple, j'ai pris le cratère de Ouargziz, que les Marocains connaissent très bien, c'est la frontière entre l'Algérie et le Maroc, 3,5 km, et Wolf Creek en Australie, 800 mètres. Regardez la Lune ici. C'est la face cachée de la Lune. Des milliers de cratères. Lorsque j'étais étudiant, ils m'ont dit des cratères de volcans. Mais en réalité, il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de volcans. C'est des cratères d'impact. Même sur la Phobos, Phobos c'est la lune de la planète Mars, regardez le grand cratère de Stinkney. Il a carrément déformé l'astre, il a déformé la lune. Et sur Eros, c'est un astéroïde, regardez le nombre de cratères sur un astéroïde. Donc, la collision, c'est un phénomène courant dans l'espace. Donc, je ne vois pas pourquoi la Terre, un jour, ne sera pas heurtée par un objet. Hein. Donc, ça, c'est lorsque vous demandez à un chercheur dans la discipline, il va vous dire non, ne vous demandez pas est-ce qu'il y aura un impact, vous vous demandez quand il y aura un impact. Hein, la majorité des chercheurs, des spécialistes, j'ai entendu dire ça, ils se demandent quand. Alors, le plus beau cratère d'impact conservé sur la Terre, maintenant, on est à 200 cratères d'impact sur la Terre. Il y a peu de cratères conservés sur la Terre parce que la Terre, c'est une planète vivante, entre guillemets. Elle est vivante parce qu'il y a le vent, l'eau, l'atmosphère, des rives du continent, le cycle de la roche, hein, et efface les cratères. Et le plus conservé, c'est Meteor Crater en Arizona, de 2 km. Donc, c'est le plus beau. Hein. Les gens fascinés de ces monstres, allez à l'Arizona et vous regardez. Il y a un musée à côté, il y a un musée de météorites.
Il y a plein de sports, plein d'activités culturelles et tout ça. C'est beau à voir. Hein. Alors, je vais parler de quelques collisions, hein, quelques impacts géants historiques sur notre Terre. Je vais parler de 3 collisions. La première collision, c'est la plus violente. Vous savez que notre Terre a 4 milliards 600 millions d'années. 60 millions d'années après sa naissance, la naissance de la Terre, il y a un astéroïde, un grand astéroïde qui fait 1/10 de la Terre. Donc, il a la taille de la planète Mars, appelé Théia. Il vient heurter la Lune, il va heurter notre Terre, et cette collision va entraîner la formation de la Lune. Alors, il y a plein de théories, hein, formation de la Lune. Les géologues le savent bien, il y a plein de théories. Il y a la théorie de l'accrétion, c'est-à-dire que la Lune a été formée comme la Terre. Au début, c'était des poussières hein, dans le disque protoplanétaire, où la poussière peut se regrouper en condres, puis en blocs, et ainsi de suite, astéroïdes et planètes. Mais ce n'est pas vrai, parce que cette théorie a été rejetée par l'analyse lorsqu'on a ramené l'échantillon donc on a rejeté ça, parce que les analyses, ça ne marche pas. Il y a une autre théorie, une fission, et cette fission, elle est avancée par George Darwin. George Darwin, ce n'est pas Darwin de l'évolution, Darwin de l'évolution adaptative ou l'origine de la vie, non. Ça, c'est Charles Darwin. Ça, George Darwin, c'est son fils. Son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Terre, elle était au début plastique, elle était ductile, hein, et il tourne, donc il est en mouvement, il tourne rapide, et il y a comme un bourgeonnement qui va sortir, il va donner la Lune. Elle était rejetée aussi, avec les analyses, et s'il était bourgeonnement de la Terre, il aura son orbite, il sera sur le plan équatorial de la Terre. Ce n'est pas le cas. Oui, la troisième théorie, c'est la capture. Les scientifiques, ils disent que c'est un astre vagabond, hein, erré dans l'espace. Elle était captée par les forces gravitationnelles de la Terre. Elle est rejetée parce qu'à côté, il y a Jupiter. Jupiter, elle fait 400 fois la Terre. Donc 400 fois les forces gravitationnelles. Donc elle va être attirée par Jupiter que la Terre. Donc il reste collision. Donc la majorité des scientifiques, ils sont d'accord qu'il y a une collision 65 millions d'années, plutôt 60 millions après la formation de la Terre. Alors, donc il y a plein de simulations. Vous tapez sur Google l'origine de la Lune et vous arrivez plein d'images, plein d'articles sur des grands journaux. Hein. Alors, 60 millions d'années après la naissance, nous avons un impacteur, Théia, qui va heurter la Terre et l'éjecta, la poussière et les morceaux de roche qui vont être libérés, ils vont être attrapés par les forces gravitationnelles de la Terre et ils vont donner à la fin la Lune. Tous les astres, c'était comme ça. La poussière au début, avec le temps, par accrétion, c'est-à-dire les particules vont s'attirer les uns sur les autres, et comme ça, on aura un astre. Et vous voyez, donc il y a la formation de la Lune, et vous voyez bien l'inclinaison aussi de l'axe de rotation. Cette collision, elle a entraîné la formation de la Lune et incliné la Terre à 22-23 degrés. Et ça, c'est important, c'est très important cette inclinaison, parce que c'est inclinaison qui donne les saisons. S'il n'y a pas d'inclinaison, on n'aura pas de saison, donc il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas, la Terre, elle sera très perturbée, elle ne sera pas habitée par une vie intelligente comme nous. Alors, donc il y a plein d'études, hein, si vous tapez l'origine de la Lune, et vous aurez plein des résultats scientifiques. Je prends la géochimie, par exemple, le premier diagramme, le rapport de potassium-uranium en fonction de potassium. Le potassium et l'uranium, hein, les géochimistes le savent bien, ils ont le même comportement dans les roches magmatiques, même comportement. Fusion, cristallisation, ce que vous voulez, même comportement. Lorsqu'on porte sur ce diagramme les roches lunaires et les roches terrestres et les autres météorites, les roches lunaires s'éloignent des roches terrestres. Ils ont une infinité, l'astéroïde Vesta. Et lorsqu'on porte
les roches lunaires avec les autres roches dans le diagramme de O17, O18, les isotopes d'oxygène, la Lune se situe dans l'attache d'oxygène 17, oxygène 18, même que la Terre. Mais ce n'est pas sur la patate, ce n'est pas dans la patate de la Terre, à côté. Donc ça explique qu'il est formé de la Terre, mais avec autre chose. C'est ça, les scientifiques, ils ont expliqué, vous avez les articles, ils ont expliqué ça. Donc, ils confirment que la Lune a été formée par une collision avec Théa. Donc, cette collision a permis beaucoup de choses. L'inclinaison, appelée ça obliquité. Donc, l'obliquité de la Terre, de 21 à 24, c'est idéal pour les saisons. Si on n'a pas de la Lune, il va conserver cette inclinaison. Si on n'a pas la Lune, cette inclinaison, donc c'est comme Mars, il va osciller entre 20 et 60 degrés. Et comme ça, c'est pas vivable. Vous avez le froid, glaciation, très chaud. Le froid très chaud, donc il ne sera pas une vie, plutôt une planète habitable, surtout par l'homme. Puis les marées, puis vous avez plein de choses, je ne vais pas perdre le temps de parler de l'influence de la Lune sur la Terre. Deuxième chose, avec des chercheurs de Harvard au début, et après plein de recherches, au moment de collision, ces collisions avec la Terre, donc il est déjà différencié, un peu différencié, c'est-à-dire il y a le fer à l'intérieur et le manteau et la croûte. Avec Théa qui est aussi différencié, il y a le fer à l'intérieur. Cette collision, il va entraîner l'augmentation de fer à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire il va injecter le fer du noyau de Théa dans le noyau de la Terre. Vous voyez là le noyau bleu de Théa, c'est une simulation scientifique. Au moment de choc, donc ils vont se mélanger et à la fin, on aura une Terre avec un gros noyau. C'est très important. Vous regardez toutes les planètes du système solaire, ils n'ont pas ce noyau comme ça, un gros noyau. Donc les scientifiques, ils expliquent ça par cette collision. Cette collision de Youssef. Youssef, vous m'entendez? Je vous écoute. Oui. Attendez, il n'y a pas de problème de son. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, donc on vous écoute très très bien. Merci. Alors, vous avez une bonne connexion. D'accord. Donc, vous voyez, la Terre, elle a un gros noyau, un noyau complexe aussi. Si vous regardez la Terre, vous avez un noyau, un gros noyau, avec une graine solide de fer et nickel au centre, et un noyau externe liquide de fer. Et vous savez, la Terre, comme j'ai dit tout à l'heure, il bouge, il tourne, c'est un mouvement complexe, il tourne autour d'elle, et il tourne autour du Soleil. Cet mouvement va entraîner le mouvement de ce noyau, et il va créer un champ magnétique. Un champ magnétique, il est très important pour la Terre. C'est un bouclier magnétique. Un bouclier magnétique, pourquoi? Parce que vous savez que le Soleil, il libère le vent solaire. Le vent solaire, ce n'est pas le vent, ce n'est pas le vent qu'on connaît sur la Terre. Le vent solaire, ce sont des particules de haute énergie. Ils cassent les molécules organiques, ils cassent tout. Le vent solaire, c'est très dangereux. Alors, avec notre bouclier magnétique, la Terre est protégée. Vous voyez, c'est animé, donc le vent solaire, il va se répartir de part et d'autre de la Terre, et comme ça, la Terre, elle va toucher par le vent solaire. Donc ça, c'est une chose très bien pour la Terre, elle est due à la collision. Ce n'est pas la même chose pour la planète Mars. La planète Mars, il a un petit noyau. Donc, avant, il a l'atmosphère, il a de l'eau, il y a beaucoup d'eau sur Mars. Plein de chercheurs maintenant ils sont d'accord qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de l'atmosphère, mais il a un petit noyau ferreux. Il est refroidi rapidement, donc il a perdu son bouclier magnétique. Le vent solaire va arracher la couverture, si vous voulez, j'ai perdu le mot, le vent solaire va arracher l'atmosphère, et comme ça, le vent solaire va attaquer la matière organique. Et donc, je pense qu'au début, il y a, comme la Terre, il y a le début de l'évolution de la matière organique pour aller vers unicellulaire. Je pense, je m'engage personne, je pense que
il est arrêté au stade unicellulaire sur Mars. Donc, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de vie plus évoluée que unicellulaire. Hein, il n'y a pas des bonhommes verts et tout ça, non, je ne pense pas. Il est arrêté à unicellulaire et grâce à ça, le vent solaire, il a cassé les molécules d'eau aussi sur la planète Mars. L'hydrogène, un gaz, va aller dans l'espace, s'ajouter à l'autre hydrogène du système solaire. Et l'oxygène va oxyder le sol de la planète Mars. Et comme ça, on a un sol rouge, tout oxydé. Donc, une oxydation totale. Et voilà, plein de scientifiques demandent d'où vient tout cet oxygène pour oxyder le sol Mars. Alors, il est dû apparemment à cet arrachement de l'atmosphère par le vent solaire. Et le vent solaire, il a cassé la molécule d'eau et l'oxygène, il a oxydé. Donc, le rover Curiosity, vous savez que la NASA, il a envoyé 2 rovers en 2004, Opportunité, en 2011, Curiosity. Et Curiosity, il a trouvé des sels minéraux dans les roches martiennes. Et les sels minéraux montrent qu'il y a de l'eau qui coule, hein, qui coule carrément sur l'atmosphère. Et ils ont trouvé aussi des sédiments qui semblent marquer un changement majeur d'environnement. Hein. Ils ont trouvé des roches sédimentaires qui montrent qu'il y a un changement radical. Donc, sûrement, l'attaque de l'enlèvement de l'atmosphère. La planète, plutôt la Lune, la pauvre, elle est formée par un choc, une collision, et juste après... Il vous reste 5 minutes. 5 minutes de quoi? 5 minutes dans le temps. Donc, oui. Alors, troisième collision, c'est la collision qui a entraîné l'impact des astéroïdes, et c'est en 65 millions d'années. Donc, nous sommes sûrs, hein, en 65 millions d'années, c'est Crétacé, pas Crétacé, début de tertiaire, il y a plein de dinosaures, et il y a une roche, Dieu veut qu'un morceau de roche de 10 km tombe dans le golfe de Mexique. Il a créé un cratère de Chicxulub, et voilà, tout le monde est d'accord, dans notre musée, il y a une vitrine qui expose toutes les gradient pour expliquer qu'il y a une chute d'un astéroïde au cratère du Chicxulub. Et il a entraîné la disparition des dinosaures. Alors, l'énergie libérée par ce choc, c'est 10 à la puissance 9, 1 milliard de bombes Hiroshima. Et cette chute, la majorité, donc, je n'ai pas le temps pour développer, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Cette chute, il a entraîné la formation, il a brûlé toutes les forêts, il a entraîné la formation de beaucoup de poussière, et il a entraîné aussi l'activité de tous les volcans, parce que c'est quoi un volcan? C'est une cheminée colmatée par un morceau de roche. Une fois la Terre, elle est plastique, et on a la chute, et cette chute-là, cette collision, elle va ouvrir tous les volcans. Donc c'est ça, hein. Il y avait 2 théories, la collision et le volcanisme, notamment Trump de l'Inde, il y a beaucoup de centres volcaniques, et cette collision qui a entraîné le volcanisme, il a entraîné, donc il y a beaucoup de poussière, les rayons solaires, ils ne vont pas arriver sur le sol, il n'y a pas de végétaux, pas des animaux de grande taille sauropodes, hein, les dinosaures, et les carnivores, et comme ça, il y a disparition de 85%, hein, de 85% des espèces. Donc, dans notre musée, on a des pétroglyphes qui montrent qu'il y a chute d'un objet céleste sur la Terre, au Maroc, et marqué par des inscriptions tifinaires. J'ai pris le son. Donc, on a trouvé qu'il présente des calcifications, donc elles sont anciennes. Nous sommes en train de dater ces pétroglyphes. On a publié ça dans American Meteor Society, dans une revue Archéoastronomie, donc plusieurs. La chute à Emile Schill, donc on va laisser ça aux questions. Hein, s'il y a quelqu'un qui va parler des cratères d'impact au Maroc, hein, donc pour respecter le temps, donc on a fait notre recherche, et on a trouvé que, effectivement, avec des Italiens et des Français, on a trouvé effectivement qu'il y a un cratère qui est appelé Agoudel,
Nous, on parle de 3 cratères, et c'est ici, à Goudel. La communauté scientifique, ils ont accepté à Goudel. Nous, on a fait la géophysique, on a trouvé à Goudel, mais il y a une grande discussion sur les 2 cratères. Si vous voulez, on va discuter aux questions. Alors, si vous visitez les musées, vous allez trouver plein de météorites marocaines. C'est pour ça qu'on a fait un musée universitaire de météorites à Agadir. C'est un musée universitaire, 2 salles de projection et salles, il y a des vitrines. Un catalogue pour expliquer aux gens des films documentaires. Vous tapez sur Google musée universitaire de météorites ou Ibn Abdelrahman, vous aurez plein d'informations. L'ouverture, c'est une fête. Il y a le wali, il y a le ministre, il y a plein de médias qui ont suivi l'ouverture. C'est le seul musée pour visiter, pour regarder, toucher et discuter avec des professionnels de météorites. C'est le seul musée, je le dis, je le répète parce qu'il y a des gens qui disent autre chose, c'est le seul musée dans le monde arabe et en Afrique. Alors, plein de ministres qui sont venus rendre visite. Je trouve qu'il y a des ministres, on a des ministres qui ont une très bonne culture scientifique, surtout en astronomie et en météorites. Des associations étrangères et des associations marocaines, des juges, l'association des artistes, des juges et tout ça, notre ami qui cherchent les météorites et surtout les étudiants surtout français, américains, l'étranger et surtout les étudiants marocains parce qu'on fait des TP, on fait les PFE, les projets de fin d'études, plein des étudiants font des projets et les TP dans ce musée. Les élèves, beaucoup d'élèves qui viennent au musée pour regarder, pour toucher et vraiment, ils posent des bonnes questions. Je suis ravi avec mes collègues de l'association du musée de l'Université de Météorites d'animer. Nous étions très honorés par la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc, vous voyez, donc notre roi, Sa Majesté, devant la vitrine d'Agoudal, parce que dans notre musée, on a une vitrine carrément dédiée à la découverte de Agoudal, Émile Chil. Donc, on a discuté de cette météorite, parce que c'est la plus grande météorite qui a heurté le Maroc, et on a discuté aussi de l'impression 3D des dinosaures, d'un dinosaure imprimé en 3D, et comme ça, j'étais très ravi de cette visite. Et voilà, donc on a, pour vulgariser les météorites, on a écrit plusieurs livres. Le plus important, c'est les météorites perles du désert marocain. Et j'étais très content, un étudiant m'a envoyé de Casa que mon livre, c'est en 2017, qu'il a le coup de cœur du vendeur dans une grande librairie, donc 240 pages, expliquer pourquoi le Maroc devient plateforme de météorites, pourquoi il y a beaucoup de météorites au Maroc, les différents types, les histoires et tout ça. Et il y a des émissions de télévision en deuxième sur le livre. Il y a 2 émissions, on a fait 2 émissions à Marrakech, discuter de ce livre. Et pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un au Maroc faire quelque chose pour montrer aux gens qu'on a un patrimoine géologique à sauvegarder. Puis on a traduit le livre en arabe, parce que la majorité des gens qui cherchent les météorites habitent au désert, donc ils ne savent pas beaucoup la langue française, c'est l'espagnol et l'arabe. Donc et le dernier livre, c'est le météorite, le petit guide. Alors le petit guide, c'est un guide pour identifier les météorites. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes à regarder sur le terrain, des analyses faciles, des analyses au laboratoire, des analyses plus complexes dans les grands laboratoires, et des photos couleurs, des météorites et des autres roches terrestres qui ressemblent beaucoup aux météorites. Et comme ça, si vous lisez le livre, donc je vous invite à lire le livre pour identifier les météorites. Et merci. Donc, excusez-moi, j'ai pris mon temps à expliquer autre chose. Et voilà, donc, à la fin, j'ai été un peu rapide. Excusez-moi. Merci, c'est Abdelrahman Oebi. C'est un sujet.
J'ai sauté deux parties, voilà. C'est un sujet très passionnant. C'est un sujet très passionnant et j'espère que Dafé et l'IM6P vous invitent une deuxième fois pour parler de la deuxième partie. Cependant, pour commencer le débat, j'aimerais bien avoir votre avis sur les deux lacs Isli et Tislit de la région du Milchil. On commence par ça. Oui, c'est. C'est une question. Et après, je donne la parole à David qui va animer le. D'accord, d'accord. Alors, merci pour la question. Merci. Je te remercie. Parce qu'il y a des gens qui ont créé carrément la zizanie autour de cette découverte, si vous voulez. Alors, là, l'histoire commence que l'université Qadi Iyad, et un professeur de Qadi Iyad, il m'a envoyé quelqu'un pour expertiser la météorite, une météorite de fer. Il m'a téléphoné une semaine avant, je lui ai montré comment il fait avec l'acide et tout ça. Après, il m'a dit non, c'est mieux de faire toi cette analyse. J'ai trouvé que c'est une météorite, c'est une sidérite. Et je lui ai dit à la personne, c'est une sidérite, il était content, il m'a donné un petit morceau, et il m'a dit qu'il y a plein de gens à Émile qui ont ces météorites. Oui, plein de morceaux. Même, il m'a dit qu'il y a des gens qui ont vendu en 2011, en 2009, des blocs de 124 kilos, de 127 kilos. Et nous, les scientifiques, on n'était pas au courant du tout. Personne n'a connu la météorite. Le lendemain, j'étais avec mon groupe sur Émile Schill. Et voilà. Donc, et effectivement, on a trouvé plein de météorites à Émile Schill. On a trouvé des pleins. Et première chose, on a fait une enquête, comme d'habitude, c'est ça, on commence toujours avec ça. On a fait une enquête et j'ai trouvé nous-mêmes des météorites avec GPS. Vous voyez la slide, la diapositive? Donc là, c'est mon GPS. J'ai trouvé des morceaux de fer et avec l'aide des gens, on a tracé, donc on a travaillé en groupe, on a tracé le steering field. C'est l'ellipsoïde de chute qui montre la répartition de cette météorite dans le sol d'Émile Schill. Les points rouges. Les lacs Isli, c'est en vert, Isli, Tislit. Et on a trouvé d'autres météorites à Tasraft. Mais ce n'est pas la même nature. Elles sont encore plus altérées que celles d'Émile Schill. Moi, j'utilise toujours le mot Émile Schill. Pourquoi j'utilise le mot Émile Schill? Parce que Émile Schill, c'est la commune rurale. Agoudal, Agdim, Bouzmoud, Bouzmo, Tirdouine, tout ça, ce sont des patelins qui sont sous le contrôle administratif d'Émile Schill. Lorsque je dis Émile Schill, c'est-à-dire le terrain, les régions d'Émile Schill. Alors, donc, on a dressé notre steering field et voilà les météorites avec l'aide d'autres, même des Français. Et les autres, il y a une autre équipe qui a trouvé autre chose. Nous, on a trouvé notre ellipsoïde orienté nord-sud. D'autres recherches, ils ont trouvé un peu incliné. Je pense qu'ils ont intégré cette météorite. Alors, et après, nous avons trouvé des chattercones. Or, les chattercones, c'est échec et mat. Je n'ai pas trouvé les chattercones au début. On a trouvé des brèches d'impact. Vous avez des coordonnées GPS. Et sur cette brèche d'impact, j'ai trouvé le quartz choqué. C'est analysé à l'Italie. Le quartz choqué. Alors, cette quartz choqué, on a des brèches d'impact et on a à la fin trouvé des chattercones. Les chattercones, c'est quoi? Les gens qui ne connaissent pas les chattercones, c'est la photo en haut. C'est lorsque une grande météorite entre en collision avec un objet solide, il va se transformer, toutes les roches à grains fins, et donc il va créer un séisme rapide, pas le séisme ordinaire qu'on connaît, un séisme rapide, et il va, très puissant, et il va transformer les roches à grains fins. Toutes les roches à grains fins, elles vont se transformer à côté de l'impact, en queue de cheval. On a trouvé les chattercones, mais ils ne sont pas sur place. On a trouvé ça à côté d'Agoudel, les chattercones, mais vous regardez, ils sont en
mélangé avec l'argile. Alors, donc, nous avons, avec notre équipe là, l'équipe des Italiens et des Français, nous avons, c'est le premier cratère, c'est le premier impact découvert au Maroc. Nous avons les brèches d'impact, quartz choqué, deux types de météorites, des chattercones et des structures en bol. Moi-même, j'invite, M. Chiley, vous êtes un biostratigraphique, donc vous connaissez bien la stratie. Je vous invite, vous regardez les couches inclinées. Moi, j'ai vu les couches inclinées. Les autres, ils disent qu'il y a pas de couches inclinées. Donc, c'est bon, on ne va pas discuter, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Nous, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il y a un astéroïde, que j'appelle astéroïde d'Emichil, qui va entrer dans le ciel d'Emichil. Il est fragmenté, il a impacté la région. Il a impacté cette région. Moi, je dis qu'on a 3 cratères. On a le 3e cratère, c'est à 20 km au sud. Tout ça pour moi, c'est Emilchil. Ce sont des cratères Emilchil. C'est la commune d'Emilchil. Un cratère, on a fait même étude. Vous avez là les publications de moi et de notre équipe. On avait par géophysique, notamment la résistivité électrique. C'est vrai qu'il y a quelque chose impacté, mais il est caché en partie par une loupe, un glissement de terrain, parce qu'il y a alternance des lits de calcaire et lits d'argile. Donc, il est caché. Et pour Imisli et Tislit, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Parfois, ce sont des spécialistes. J'avoue. Sicheley, il y a une base de données. Il y a carrément une base de données des cratères d'impact. Maintenant, nous sommes à 200 ou 202 cratères d'impact. Il y a certains cratères d'impact qui étaient mentionnés dans la base pendant 2 ans, 3 ans. Ils ont retiré facilement sans bruit. C'est une discussion scientifique, équitable, dans des conditions favorables, sans attaquer les personnes, sans monter les gens. Ça, c'est sans monter les gens. Pour nous, on a installé un étudiant. On travaille avec des gens de pétrostructural. C'est un doctorant. Il va publier son article l'année prochaine, la fin de l'année prochaine. Et on va faire un article. Si on a encore d'autres indices qui nous montrent notre observation, qui va appuyer notre observation, on va publier. Si c'est vrai que les indices sont faibles et avec le recul, on va publier ça. Merci, voilà l'histoire. Oui. Merci Sylvie. Je pense qu'il ne faut pas trop retarder sur cette question. Je vais donner la parole à Sius Dafi pour la donner aux autres, pour animer la discussion autour des météorites et l'ensemble de votre fort impressionnante conférence. Si Youssef. Merci beaucoup, c'est Chiley. Merci beaucoup aussi pour cette excellente présentation. Sincèrement, à chaque fois quand on traite ce sujet-là relatif à l'histoire de la vie, que ce soit en géologie ou en univers, donc on découvre des choses intéressantes et nos chers venons, chacun il attaque le sujet de son point de vue, c'est vraiment très enrichissant. Alors, merci beaucoup, Sichelay. Donc, on passera à la session questions-réponses. Donc, on prendra un premier lot de 5 questions parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on est sur une vingtaine de minutes pour terminer notre conférence. Donc, nous prendrons la première question de ces concerts. Si, ces concerts. Donc, s'il vous plaît, il faut se présenter avant. Essayez d'être un peu bref parce qu'on a 5 questions. On essaie de prendre le maximum de questions. D'accord. C'est comme ça. Merci. Oui, merci Stéphane. Je remercie le professeur Ibi de cette conférence très intéressante, très informative, qui nous a montré que les météorites n'ont pas que des effets négatifs sur la Terre. En fait, ils ont commencé par avoir un effet positif, puisque je dirais que peut-être sans météorites, on ne serait pas là. La Terre serait invivable. Alors, j'ai 2 questions rapides pour CIB. La première, compte tenu du fait que nous sommes des dizaines à avoir suivi votre conférence, est-ce qu'il y a des signes, je dirais, simples pour le néophyte
comme on est amené à se balader dans des montagnes, des forêts, etc., à reconnaître facilement des météorites, les distinguer je dirais, de roches classiques. Et ma deuxième question, c'est par rapport à partir de quelle taille une météorite pourrait avoir, je dirais, un impact négatif sur la Terre. D'accord, merci, monsieur, de votre question. Si- Je réponds aussi, Youssef. Nous prendrons les autres questions, comme ça vous faisiez une seule réponse rapide, comme ça on passera à un autre lot. D'accord, Sidi? C'est bon? D'accord. Donc je prendrai devant moi notre cher ami Hassan Ouknim. Donc j'activerai votre micro, présentez votre question. Bonjour. Bonjour, c'est Hassan, vous écoutez. Bonjour. Bonjour, c'est Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le professeur Abdali Koussaï, Chley et aussi vous, Monsieur Youssef Davi, pour l'organisation de cette conférence. Je tiens aussi à remercier le professeur Ahmed pour son exposé très enrichissant. En fait, j'ai une remarque sur les météorites NWA, c'est-à-dire les météorites nommées Northwest Africa. C'est la deuxième collection de météorites après celle de l'Antarctique, c'est-à-dire elle représente 16% des météorites collectées de le monde entier. Il y a la collection antarctique qui représente presque 75%, donc c'est la deuxième collection de météorites. Ces météorites-là sont issues ou bien sont trouvées dans le nord-ouest de l'Afrique, surtout dans les 4 pays qui sont le Maroc, la Mauritanie, le Mali et l'Algérie. Nous avons entamé une étude sur cette collection de météorites, et surtout pour définir les circonstances de travail de ces météorites. On a trouvé que la plupart des météorites, par exemple, issues de Maroc, ou bien portent cet acronyme. 93% des météorites trouvées au Maroc portent cet acronyme, ou bien cette appellation. Seulement 16% portent le nom de lieu de travail. La règle générale de la nomenclature des météorites se base sur que chaque météorite porte le nom de lieu de découverte. Par exemple, la météorite de Tafassour porte le nom d'une localité près de Tenerife, par exemple. Donc, à mon avis, le Maroc perd une grande partie, ou bien une partie importante de son patrimoine météoritique sous cet acronyme-là qui est la Nord-Ouest Africa. À titre d'exemple, pour l'Algérie, c'est le contraire. Seulement 17% des météorites algériennes portent NWA et 83% portent les noms de leur lieu de travail. Donc, à mon avis, pour pallier à ce problème, le Maroc ou bien les autorités compétentes, soit académiques ou bien gouvernementales, doivent pallier à ce problème de nomenclature par la mise en place des textes juridiques et réglementaires adéquats, en prenant compte des défis. C'est Hassan. Oui. Pardon que je te coupe là. Moi, je ne suis pas d'accord la façon comment on donne la nomenclature nord-africaine. Je ne suis pas d'accord. Malheureusement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, il y a plein de pays comme la Chine, comme la Russie. La Russie, vous savez, la Russie, c'est un pays de météorites aussi. Et ils ont déclaré 192 météorites à l'association américaine. Donc, essayons. Milliers de météorites déclarées dans leur pays. C'est bref, Abdelrahman, si on va laisser, s'il vous plaît, d'être bref. Et pour la question directement, parce qu'on n'a pas assez de temps pour gagner. Il y aura peut-être, Inch'Allah, d'autres occasions pour discuter en détail ces éléments avec Abdelrahman. Juste pour qu'on puisse prendre des questions, essayez d'être bref, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez oublié de se présenter. D'accord, comme vous avez dit, M. Abdelrahman, vous avez soulevé la Russie. Par exemple, la Russie, elle a déclaré auprès de Meteorological Society 172 météorites, mais en parallèle,
l'Académie des sciences de Russie, ou bien russienne, il a déclaré, il a préservé plus de 1230 météorites, 25 000 fragments de météorites. Donc, à mon avis, on ne doit pas prendre les autres pour préserver notre patrimoine météoritique, mais on doit prendre des mesures pour préserver ce patrimoine qui est très rare. Comme j'ai dit auparavant, légiférer. Ouais, ok. C'est clair pour que on va passer à d'autres questions. Merci beaucoup, Sil Hassan. Donc, merci, on passera à la deuxième question qui va être posée par Madame Touria Atiq. À vous la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît, et votre question en moins de 20 secondes, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. D'accord. Bonsoir. Je tiens à remercier la comité d'organisation et professeur eBay. Je suis Touria Atiq, étudiante en master PVRM FST Stat. Voilà. J'ai deux questions. La première question, comment on peut expliquer la chute des météorites dans le désert? Et la deuxième, à quel point on peut prédire l'avenir de notre système solaire à travers l'étude des météorites? Et merci. Beaucoup. Donc, je prendrai la troisième question, c'est Imad Atla. Allez-y, j'activerai mon. On vous écoute. Allô, bonjour pour tout le monde. Je suis Imad Atla, étudiant au master. Je m'appelle Giljadida. Je suis l'un parmi les étudiants de M. Abdelrahman Ibri, promotion 2018 à la faculté de sciences et Mazar Agadir. J'ai deux questions. Ma première question, c'est dans notre culture, comme coutume, on sait que si par exemple, si vous avez trouvé une météorite, vous serez riche. Comment, donc, M. Abdelrahman, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur les prix des météorites et de quoi on se base pour définir le prix d'un météorite? Et la deuxième question, c'est par exemple, si je sais, par exemple, lorsque je suis, par exemple dans un désert, je suis rencontré une météorite, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la valeur scientifique de cette météorite? C'est de comment prendre les coordonnées pour protéger la valeur scientifique de cette météorite. Et merci. Merci beaucoup, c'est Imad. L'avant-dernière question, c'est Mohamed Louali, je pense. C'est Mohamed Ali. Donc, rapidement, s'il vous plaît, apparemment que vous avez un témoignage à faire. Votre micro est activé, c'est Mohamed Al-Wahmani. C'est Mohamed Ali Al-Wahmani. On ne vous écoute pas. C'est Mohamed. On passera à la dernière question, c'est Diaza. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend bien. Alors, d'abord, je voudrais remercier donc l'équipe organisatrice, mais pour faire vite, je voudrais aussi remercier CIB parce que quand elle avait montré les ouvrages, bon, elle me les a offerts personnellement. Donc, je veux quand même un témoignage, les deux livres qu'elle a présentés, elle a eu l'amabilité de me les offrir. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis un petit peu gêné, je suis de la région, donc, si vous voulez, des Milchil. Et tout le romantisme que l'on a construit à propos de ces deux lacs de Islit pour les touristes, dire que c'est des météorites, bon, ça me gêne un petit peu. Et ça me gêne aussi, surtout que je sais que cette histoire de ces deux amoureux n'est pas correcte, point de vue des régions de la tribu, parce que ça ne s'appelle pas Isli et Islit, mais ça s'appelle Isli et Islit, qui signifie en Tiamazert le petit lac et le grand lac. Voilà ce que ça signifie, et merci beaucoup. Voilà, j'ai pas de questions. Merci. Merci beaucoup, c'est ça. Donc, c'est un commentaire, donc on prendra la dernière question, c'est Besh Jamel. Merci. Allez-y. Merci beaucoup pour cette conférence de qualité de monsieur le professeur Ibri. Et merci beaucoup pour le comité d'organisation, monsieur collaborateur. J'ai deux questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut avoir des astéroïdes ou des météorites au-delà de notre système solaire? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut considérer l'astéroïde Theia comme une soupe primitive ou bien créatrice de notre vie sur la Terre? Et merci beaucoup. Pardon, j'ai pas bien entendu la deuxième question. Est-ce qu'on peut considérer l'astéroïde Theia, c'est-à-dire la première collision qui a créé la Lune?
Oui. Vous avez dit qu'il celle qui a créé notre Terre et celle qui a créé c'est-à-dire l'orbite. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Donc, on peut la considérer comme sous primitive de notre vie, c'est-à-dire créatrice de notre vie. D'accord, d'accord, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Jamal. Donc, je reviendrai rapidement après votre permission à Si Mohamed Ali. Donc, là, apparemment, on a résolu le problème. C'est Mohamed Ali Louhmani. Mohamed Ali Louhmani. Donc, je pense que vous avez toujours le problème du son. Donc, on redonne la parole à CIB pour répondre aux questions. Comme ça, si on nous reste un petit peu de temps, on reviendra aux autres questions. Sinon, oui, donc, c'est Youssef, il y a des questions qui demandent beaucoup d'explications. Hein? On essaie d'être bref. On essaie d'être bref. D'accord. Alors, comment connaître les météorites? Moi, donc, excusez-moi, je n'ai pas marqué le nom des gens qui ont posé les questions. La personne qui a posé la première question, comment connaître les météorites, c'est l'étude qu'on fait en géologie. Je vous invite, si vous étiez sur Agadir ou vous passez par Agadir, passez voir le musée. On a carrément une vitrine dédiée à ce problème-là, parce que c'est la question qui se pose tout le temps. On a une vitrine qui a dans les météorites et les roches terrestres à côté. Alors, rapidement, hein, ce qu'on montre aux nomades, c'est que les météorites, ils ont une croûte de fusion. Toujours, lorsqu'ils traversent l'atmosphère, ils vont être brûlés et ils vont développer une croûte de 1/10 de millimètre, hein, très très mince. Mais malheureusement, il y a la patine de désert. Hein, il y a la patine de désert, toutes les roches dans le désert, elles sont noires. Donc, il y a la croûte de fusion. Si vous avez la croûte de fusion, c'est un indice très important. Et sans la majorité, quand il y a du fer, il attire un aimant. Parfois, on a des cendres. Des cendres, c'est la poussière solaire. Donc, on n'a pas ces cendres dans les roches terrestres. Il y a des rigmaglyptes. Sur les météorites, il y a des dépressions, comme le doigt dans la patte, rigmaglypte, trace de pouce. Et si vous avez ces rigmaglyptes, donc vous ramassez cette météorite et vous venez chez nous, soit au laboratoire à la faculté des sciences, soit au musée, et il y a une série d'analyses. Analyse par magnétisme, analyse par la densité, parce que la densité aussi, elle aide, et d'autres analyses. Donc, on aura une idée sur la météorite. Et écoutez, l'étude de météorite, c'est très facile, hein, parce que j'ai entendu que c'est très difficile, il ne faut pas faire ça. C'est la plus facile science, hein, pour moi. C'est comme la chimie, c'est la chimie. Vous faites des analyses, parce que la géologie ordinaire, c'est très difficile. Vous avez devant des montagnes, c'est une région à étudier, plein de structures. Vous avez paragénèse, vous avez beaucoup de faciès. Dans chaque faciès, vous avez beaucoup de paragénèse. Dans une paragénèse, vous avez beaucoup de minéraux, donc c'est très compliqué. Tandis que dans une météorite, vous avez un fragment. Vous regardez à la loupe, vous mettez quelques analyses et voilà, vous aurez le nom. Donc, c'est une science très, très, très facile. Hein, très facile. Comparé à la géologie générale. Donc, passez à Agadir. Donc, vous touchez les météorites. Deuxième question, la taille. La taille, je vais parler. Une fois la taille, elle dépasse 10 mètres, ça y est, il y aura un problème. Je vais vous donner un exemple pour être bref. Il y a un astéroïde qui rôde autour de la Terre, appelé Apophis. Apophis, donc tous les scientifiques, ils ont peur de Apophis. Au début, ils ont été sûrs qu'il va heurter la Terre en 2039. En 2029, il sera visible à l'œil nu. 7 ans après, en 2036, peut-être il va heurter la Terre. Mais maintenant, la probabilité, elle est diminuée. Alors, Apophis, il a 350 mètres. Les assimilations qu'ils ont fait, les spécialistes, si, par exemple, Apophis tombe dans Londres, dans la ville Londres de l'Angleterre, Londres est le bon lieu lointaine, il va disparaître. Voilà une idée. Une météorite de 320-350 mètres, il va détruire une grande ville avec un grand banlieue. Deuxième personne, météorite. Pourquoi le météorite dans le désert?
Pourquoi on les trouve dans le désert? Les météorites, comme on a vu au début, c'est un phénomène aléatoire. C'est un accident, c'est une collision entre deux astres, deux astéroïdes, et voilà les éjecta. Vous avez le mécanique céleste, c'est compliqué, la Terre tourne autour du Soleil, tout tourne, et va entrer dans l'atmosphère terrestre n'importe comment. 75% des météorites sont perdus parce qu'elles tombent dans les océans. Donc, pourquoi le désert? Parce qu'il y a le savoir-faire. Vous mettez Ibn Abdelrahman, YouTube, il y a dans un documentaire télévisé, j'ai expliqué ça. J'ai expliqué ce phénomène, c'est qu'il y a des gens qui attendent dans un endroit, qui attendent les météorites. Donc, cette région, elle sera très reconnue par les météorites. Mais ailleurs, comme en Tanger, c'est pas moi, à Rabat, ou c'est pas, il y a des gens qui ne connaissent pas les météorites, ils vont pas les chercher, et comme ça, il y aura peu de météorites. Deuxième question pour le deuxième personnage, avenir du système solaire. Avenir du système solaire, c'est Dieu que le sait. Hein. L'avenir, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il va tomber un grand astéroïde, il va casser la Terre. Donc, ce que je sais, c'est que le Soleil, il va aller jusqu'à 4 milliards d'années. On a ces mécaniques célestes avec l'évolution ralentie. J'espère qu'il n'y aura pas une grande chute parce que tous les 100 000, il y a une chute comme celle qui a entraîné la disparition des dinosaures. Tous les 100 000 ans. Donc, j'espère qu'il n'y a pas une grande chute qui va entraîner la disparition des hommes. Et la disparition des hommes, donc on n'a rien à foutre au système solaire s'il n'y a pas une vie intelligente dans le système solaire. Donc, c'est une question très, très grande à expliquer. Alors, troisième personne, le prix. Alors, j'aimerais pas parler beaucoup de prix, mais le prix réel. Hein, je vous donne un exemple. Par exemple, le prix, il y a une météorite, je ne me rappelle plus son code, si Oknil peut me rappeler, une météorite, la plus grande météorite trouvée dans le désert marocain, de météorite lunaire. Météorite lunaire, elle a 12 kg. 12 kg, c'est le record chez la NASA. Hein, la NASA, ils ont un seul bloc de 12 kg. Alors, pour avoir le prix réel de cette météorite, c'est le prix de voyage aller, parce que cette météorite, elle est arrachée dans un endroit où il n'y avait pas de l'homme. Vous savez que l'homme, depuis 2002, Apollo 16, il y a plein de voyages. Alors, cette météorite a été arrachée dans un endroit où il n'y a pas la visite. Alors, le prix réel, c'est le prix de voyage aller-retour d'un voyage habité à la Lune. C'est ça le prix réel. Mais le prix entre nous, c'est la rareté. Une météorite qui est très rare, donc ça ne se vend pas, ça c'est un patrimoine. Une météorite très répandue comme les chondrites maintenant, ça se vend en kilogrammes. Hein? 2000, 3000 en kilogrammes, sauf si les nouvelles chutes, c'est plus que ça, hein, ça se vend en grammes. Mais les prix, ça change, c'est la nature de météorite et est-ce qu'on a beaucoup sur Terre ou pas. Comment ramasser les météorites? Donc, vous regardez les films documentaires. Il y a plein de films documentaires qui expliquent les ramassages. Donc, si c'est une météorite météorite, c'est une trouvaille. Donc, il y a deux types de météorites, chute observée et trouvaille. C'est une trouvaille, donc, elle est altérée. Vous pouvez ramasser avec les mains, mais prendre des photos. Mettez une pièce de monnaie comme échelle et prenez des photos. La pièce de monnaie va montrer l'endroit, c'est-à-dire le volume, la taille de la météorite, et la pièce, il va montrer le pays aussi. Toujours, moi, je mets un dirham, donc côté étoile, là, étoile marocaine, et comme ça les gens savent facilement que c'est un Marocain qui a pris les photos. Deuxième chose, vous mettez un GPS allumé. Comme ça, on a avec certitude que cette météorite a été trouvée dans cet endroit et vous mettez dans un sac et contactez quelqu'un qui travaille sur la météorite pour la déclarer, pour écrire. C'est le plus important, ce n'est pas la déclaration, c'est on va écrire sur cette météorite et on va la garder dans un musée. C'est ça le plus important. Un morceau de 200 grammes, largement suffisant pour le musée. Et un texte bien fait, comme le texte de Sébastien Brault pour la météorite de Maximilien.
Quatrième, la personne de tourisme à Émile Schill. Le tourisme à Émile Schill, mon ami, il y a plusieurs types de tourisme. Ça, c'est un tourisme culturel qui se base sur une fausse, si vous voulez, fausse histoire. Hein? On vend l'histoire un peu modifiée. Je ne pense pas qu'il y a deux personnes. C'est vrai, j'ai passé plusieurs mois à Émile Schill et j'ai contacté Aït Ben Abdallah, j'ai contacté les autres et on a plein de discussions. Même, ils m'ont ramené, hein, les gendarmes, je les salue très fort, ils m'ont ramené le plus vieux monsieur de Émile Schill qui m'a parlé du petit lac. Le petit lac, et il y a plein d'histoires sur ce petit lac, et il m'a raconté plein d'histoires. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va remplir un lac avec les... Donc, ça se voit, le touriste, il vient comme ça pour, je sais pas, pour rigoler, hein, ce n'est pas une histoire solide. Mais, moi, il y a un tourisme mieux, le tourisme. C'est mieux que le tourisme comme ça, carnaval. Alors, l'astrotourisme, c'est une zone impactée. Il y a des météorites. On trouve encore des météorites. Il y a plein. Donc, on a, dans un article, on a donné la quantité de météorites tombées, de fer. On peut faire des circuits, un petit musée, des météorites et des roches associées, hein, les chattercones, tout. Un bon communicateur, un bon orateur qui explique aux gens, et des circuits. Je suis sûr qu'il y aura un tourisme mieux que ce tourisme à Michel, et l'expérience est réussie à Canada, en Brésil, en Mexique. Météorites et d'autres systèmes. Est-ce qu'on peut avoir des météorites en dehors de notre système? Maintenant, on n'a que 3 types de météorites: météorites lunaires, martiennes et astéroïdales. On a encore une météorite qui est venue de Mercure. C'est la NASA c'est un chercheur de la NASA qui a fait, mais la communauté scientifique n'est pas d'accord à 100%. Donc ça reste vertu de commun. La faisabilité, c'est faisable. Hein, c'est faisable dans un autre système et notre étoile, notre planète solide qui vont entrer en collision, des astéroïdes, ils vont libérer un morceau, il peut entrer dans notre système et tomber dans la Terre. C'est faisable, mais la probabilité, elle est très, très, très faible. Si on trouve moi j'aimerais bien, c'est ça j'aimerais avoir, hein, c'est soit trouver une météorite dans un autre système, soit trouver une météorite avec un fossile ou quelque chose comme ça qui va changer, va donner beaucoup d'informations aux scientifiques. Ça. Nous espérons bien qu'on trouve une météorite dans notre système, ça c'est bien pour les chercheurs. Théa, c'est vrai, la deuxième question, Théa, il a préparé la Terre. Hein? Je pense que sans Théa, la Terre n'est pas préparée pour accueillir des mammifères intelligents comme nous. Hein. Théa, il a protégé la Terre contre le vent solaire, il a incliné, il a créé la Lune, il a fait beaucoup de choses. Donc peut-être, hein, pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est comme la soupe magique qui a créé la vie. Hein. Je ne me rappelle plus le nom. Donc, Théa, oui, c'est vrai, il a préparé la Terre pour accueillir une vie intelligente. Et je pense que, je ne sais pas si je répondais aux questions ou pas. Merci beaucoup, Sylvie. Je pense qu'il ne reste que 3 minutes. Je ne sais pas, est-ce que vous pourrez prendre 2 dernières questions? Oui, oui, bien sûr. C'est Youssef Salem et c'est Rissaoui Nabil. Donc, Youssef, oui. Pardon. On ne peut pas dépasser un petit peu là? Non, je ne sais pas, non, c'est pas. Non, on a déjà dépassé. D'accord. Donc, on a dépassé 20 minutes presque. Donc, je prends rapidement, si Youssef Salem, présentez-vous et votre question rapide, c'est un communauté algérien. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Ebe. En fait, je suis l'étudiant qui vous a envoyé un mail il y a quelques mois pour commencer une thèse avec
le labo d'Orléans pour tout ce qui est astrobiologie. Donc, je suis microbiologiste et paléontologue. Et je m'intéresse à l'origine de la vie, donc les premières traces de vie sur Terre. Et en fait, voilà, dernièrement, je m'intéresse aux météorites. Donc, la première question que je peux poser, donc, est-ce que vous, dans votre laboratoire, vous faites des analyses sur les molécules biologiques dans les chondrites carbonées, concrètement? Donc, vous le faites dans votre laboratoire ou vous envoyez des échantillons ailleurs. Est-ce que vous avez des collaborations avec l'Algérie? Et s'il n'y a pas, est-ce que vous êtes prête de faire cette collaboration? Et la troisième et la dernière, moi je sais bien qu'en Algérie, il y a plusieurs météorites qui, les nomades qu'on a en Algérie, donc ils font le commerce de météorites et on ne peut pas les vendre, malheureusement. On n'a pas de musée comme vous. On a une petite collection par un scientifique qui s'appelle Monsieur Belhi. Mais je pense pas qu'il achète les météorites comme vous. En fait, et là, ça se vend au Maroc, ça se vend en Tunisie. Donc, est-ce que quand vous saurez que ça vient de l'Algérie, est-ce que vous déclarez que ça vient de tel endroit en Algérie? Et voilà, et merci. Merci beaucoup, c'est Youssef. Donc, la dernière question, ça va être posée par Issaoui Nabi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Youssef. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie toute l'équipe organisatrice et encore M. Chilay. Et un grand bonjour à notre cher ami M. Ibhi. Je voulais poser une question très bref. Je me présente plutôt, je suis un géologue responsable d'une société étrangère de recherche au Maroc et en plus, je suis un chercheur en géologie. Donc, ma question est la suivante. J'avais une discussion téléphonique avec vous, M. Ibhi, à propos d'une météorite que j'ai pu me procurer lorsque j'étais à Goulmim. Donc, je voulais faire la classer. Et comme vous savez, le pourcentage de fer et de nickel, il joue un rôle très important pour donner le nom. Donc, dans ce cas-là, le pourcentage du nickel est plus que celui du fer. Est-ce que c'est une nouvelle chose pour la classification dans les météorites ou bien est-ce que c'est une nouvelle découverte? Merci, M. Bihi, merci pour tout le monde. Merci, Sylvie. On a 3 minutes pour répondre à ces deux questions. D'accord. Donc, je vous remercie encore une autre fois. La personne qui m'a analyse de la matière organique dans le météorite, ça ne se fait pas en Afrique. J'ai pensé ça en 2014. On a dans notre faculté un biologiste très dynamique et on a pensé à commencer parce qu'on a des météorites carbonés. On a plein de météorites carbonés chez nous au musée. D'abord, il faut qu'ils ne soient pas contaminés parce que le problème de contamination, le problème de laboratoire d'analyse des biologies des météorites, c'est la contamination. C'est la contamination. Donc, toutes les météorites sont contaminées. Hein. Ils sont pris par la main de nomades. Il faut qu'elles soient une chute et recueillies par un scientifique. Donc, il n'y a pas. S'il y aura un travail, donc sûrement il y aura une collaboration avec les Italiens, avec des Français. C'est une étude très délicate plutôt. Et moi, je ne sais pas ce qu'on peut m'engager dans des études comme ça. Je reçois plein de mails des étudiants de Mauritanie, de l'Algérie, même de l'Italie, qui veulent faire des thèses, surtout beaucoup de Marocains, on ne parle pas des Marocains, avec le musée, avec les météorites au musée. Moi, je peux vous donner les météorites. Parce que je peux donner un petit fragment pour la recherche. Le musée, il est fait pour ça. Hein, devant les gens, je vous assure, si vous avez besoin de météorites, je peux vous donner des météorites, ce que vous voulez, des quelques grammes. Hein. Pour analyse scientifique, on utilise seulement 1 gramme pour chercher les matières organiques. Mais faire s'engager, je ne sais pas, c'est très difficile. Collaboration avec Algérie, non, malheureusement, non, j'ai pas le temps. Le musée prend beaucoup de temps
J'ai des collaborations surtout avec des Italiens et des Français. D'ailleurs, ce sont des amis. Hein. Je ne sens pas que ce sont des collaborateurs, ce sont des amis à moi. Ils viennent chez moi, on se déplace. J'ai beaucoup de relations au niveau météore. Je suis membre de International Meteor Organization et s'occupe de météores, pas des météorites. Nous sommes très rares dans les météorites. Malheureusement, dans cette organisation, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas d'Africains. Donc, presque je suis le seul arabe africain. Donc, je travaille beaucoup avec les étrangers, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Hein, je n'ai pas beaucoup de temps à faire des collaborations. Déclaration en Algérie, la déclaration, pour ne pas mentir, la déclaration, ça se fait, je ne sais pas, hein. Moi je suis contre cette déclaration, il faut réfléchir. Pour moi, chaque pays, il déclare ses météorites. Il faut arrêter ça. Monopoliser dans une association non gouvernementale, dans un autre pays, voilà, nous sommes contents parce qu'ils ont déclaré. Il faut arrêter. Il faut que l'Algérie, les scientifiques de l'Algérie et l'Académie scientifique, comme la Russie. Tout à l'heure, il l'a dit, M. Oknin. Oknin, maintenant, il est professionnel de météorites. Il a beaucoup de bagages dans sa tête. Hein, beaucoup d'articles. Les Chinois et les pleins, l'association américaine, il y a seulement 34 ou 36 pays qui déclarent. Donc, chaque pays, ils ont créé une cellule dans je ne sais pas moi, dans le ministère, c'est la déclaration là-bas, avec un fragment et un musée. C'est ça, c'est une bonne déclaration. Vous déclarez, tout le temps, on déclare L6. On a plus de 14 météorites chutes L6. Et à quoi bon? Au musée, je ne peux pas dire, voilà, ça c'est L6 de la région Flint, ça L6, ça L6, ça L6. Déclaration, il y a un problème. Déclaration pour dire, déclaration, cette météorite, elle est venue de l'Algérie, les gens, entre nous, ils ne disent pas la vérité, hein, la majorité. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. Imaginez pas, hein, imaginez pas. J'ai fait le désert de gauche à droite et j'ai fait beaucoup de courses météorites. J'ai contacté beaucoup de gens et la majorité raconte n'importe quoi. Alors pour déclaration comme ça, nord-ouest africain, on a déclaré n'importe quoi. Hein. Déclaration pour dire que c'est une météorite venue de l'Algérie. J'ai une météorite de l'Algérie dans ma collection. J'ai 3 ou 5, mais ont été donnés, prêtés, donnés par un Italien et un Français pour le musée. Et j'ai marqué, c'est malheureusement, je ne suis pas dans le musée pour vous montrer, c'est déclaré, ce sont des météorites algériennes. Le fer et nickel, faites attention. Comme j'ai dit, en 1800, Chladni, il a trouvé le nickel, et c'est une très bonne caractère pour identifier les météorites, mais il faut qu'il soit une météorite. Dans les roches terrestres, il y a des gisements de nickel. Allez au gisement du nickel et vous allez trouver, je ne sais pas moi combien de pourcentage, vous le trouvez en pourcentage, pas en ppm. Donc, ce n'est pas que j'ai trouvé le nickel, c'est bon, automatiquement, j'ai ce problème avec les gens. J'ai problème, je lui dis que ce n'est pas une météorite, ils vont faire les analyses après et ils me taquinent. Non, monsieur, il y a le nickel, il y a... Écoutez, il faut qu'il soit d'abord une météorite. Il faut une météorite, regardez. À ce moment-là, s'il y a le nickel, le nickel, on fait pour les météorites altérées ou des météorites qui sont pas bien visibles, on peut dire que le nickel affirme que c'est une météorite. Donc, si vous trouvez du nickel plus que le fer, ben, je ne pense pas que c'est une météorite. Non, c'est un amas de nickel. Hein. Vous avez les roches ultra-basiques riches en nickel. Et voilà, donc, à mon avis, envoyez une photo précise, et je vais re-regarder cette météorite. Et pour moi, il y a le nickel, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il soit d'abord une météorite pour discuter de nickel. Hein? Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, pardon. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, je pense que notre conférence touche à sa fin. Donc, pour les collègues, donc Sylvie nous a préparé un petit quiz pour les collègues qui souhaitent voir l'attestation de participation. Et je remercie infiniment Sylvie pour la présentation et pour l'effort qui a été fourni et pour le temps aussi. Et ça me fait toujours un grand plaisir de vous écouter. Et avant de clôturer, je souhaite seulement... Si Youssef, oui.
C'est moi qui vous remercie très très fort. Vous m'avez donné cette occasion pour parler. Surtout, il y a plein de jeunes qui s'occupent maintenant de l'astronomie et c'est bien. Donc, je remercie très très fort. Hein, chapeau. Je voudrais faire un petit rappel avant de passer la main au président de la séance. Donc, je vous rappelle de la prochaine conférence qui aura lieu lundi prochain. Donc, on ne va pas trop tarder. Donc, c'est juste le week-end. Et ça, c'est une conférence qui va être animée par Dr Abdullah Moutaki, qui est le secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines au Maroc, et en même temps membre du Conseil économique et social et environnemental. Donc, cette conférence portera sur le secteur minier africain, la gouvernance multidimensionnelle au service de l'inclusion et de l'intégration. Donc, la conférence aura lieu, donc, comme je dis, lundi à 17h30. Donc, les gens souhaitent assister, donc prière de s'inscrire. Voilà, donc je passerai la main pour notre chairman, si Shley, pour la clôture de la séance. Merci, c'est Dafi, pour m'avoir donné la parole. Donc, à mon tour, je remercie beaucoup le professeur Abdelrahman Ibli pour son excellente conférence sur les météorites. Et j'aimerais un jour lire ses ouvrages, si l'occasion se présente. Et aussi, la prochaine fois que je passerai par Agadir, je ne manquerai pas de visiter le musée des météorites du professeur Cheikh Abdelrahman Ibli.